Bonjour et bienvenue pour la 4e émission du Grand Rebond. N'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure en live sur la page Facebook et YouTube du Grand Rebond. On répondra à toutes vos questions en fin de cette émission. Et puis un petit rappel, vous pouvez télécharger l'Observatoire du Grand Rebond sur votre téléphone mobile. On va afficher à l'écran pour ça un QR code. Une fois que vous avez installé l'application, il vous sera demandé de saisir un code pour vous connecter, c'est grand R en majuscule. Aujourd'hui, nous allons parler d'engagement réciproque à l'heure de la responsabilité sociétale des entreprises, des objectifs du développement durable, des investissements socialement responsables. Aujourd'hui, tous les acteurs du changement sont en quête de nouveaux outils et de nouveaux indices pour s'appuyer sur des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance de nouvelle génération. Je vous propose de découvrir entre autres l'indice de bien-être au travail, l'IBET, avec son créateur Victor Vaknin, qui est le cofondateur associé de Mozart Consulting. Et en deuxième partie, nous recevrons Luc Breton, organisateur de l'événement The Next Gen Enterprise Summit, qui s'est tenu la semaine dernière. Bonjour Victor. Bonjour. Merci d'être avec nous pour venir partager ton expérience. Je vais dire quelques mots pour te présenter dans un premier temps. Tu es un ingénieur de formation à Polytech Lille, avec plus de 25 ans de direction générale à ton actif, d'abord chez Orange, puis au sein du groupe Matra, Lagardère et de Lehman Brothers. C'est en 2004 que tu as créé Mozart Consulting pour composer et interpréter une nouvelle lecture de la performance responsable des entreprises. Tu as également été l'auteur donc du modèle socio-économique de l'indice de bien-être au travail que l'on appelle l'IBET et créateur du référentiel de vigilance managériale. Ce sont deux outils que tu vas nous présenter tout à l'heure et qui permettent de relier l'individu avec le collectif dans un modèle de performance socio-économique intégré. Et de manière plus générale, tu accompagnes les organisations dans le pilotage et le management de la santé et qualité de vie au travail, dans la RSE et la transformation sanitaire et sociale. Alors, on entend énormément parler du sens au travail. Est-ce que pour commencer, Victor, tu peux nous décrire quels sont les facteurs clés à prendre en compte pour redonner du sens au travail? La grande question pour nous tous dans cette volonté de faire relier en fait l'individu avec le collectif quelque part, toutes ces innovations managériales, d'organisation, toutes ces ambitions, toutes ces déclarations, quelque part derrière au fond, c'est est-ce que l'individu est relié au collectif et donc est-ce qu'il est engagé par rapport au collectif. Et donc il faut décrypter effectivement d'abord l'individu, et ensuite, comment il va passer en tant qu'individu au collectif? Comment on passe de l'intimité à l'extimité? Et c'est la base effectivement de mon travail depuis maintenant plus de 10 ans là-dessus. Alors, on va commencer par l'individu, tu l'as bien introduit. Quand on est au travail, en fait, on est d'abord une partie du système. Donc, on est un salarié, on peut être un partenaire, donc ça c'est l'externalité, mais en tant que salarié, on va essayer de checker quelque part 3 sentiments fondamentaux, ce qu'on appelle les fondamentaux de la psychologie sociale du bien-être au travail. Qu'est-ce que ça veut dire le bien-être au travail? C'est d'abord 3 sentiments très forts de construction. Un sentiment d'utilité. Est-ce que je me sens utile dans le travail que je fais? Un sentiment de compétence, est-ce qu'on me reconnaît dans ma compétence? Et un sentiment d'appartenance, est-ce que j'ai envie d'appartenir à cet environnement de travail? Donc, je vais essayer d'aller voir qu'est-ce qui fait sens pour moi. Et quand on va interroger le sens, on a un aiguillage. C'est la motivation. Comment je vais être motivé? C'est ce qui me motive qui me fait sens. Alors, il y a 2 types de motivation, deux canaux tout de suite. Ce qu'on appelle d'abord la motivation extrinsèque. La motivation extrinsèque, c'est la rémunération. C'est ce qui me permet de dire, avec ce travail, je vais pouvoir faire face à mes besoins fondamentaux, type pyramide de Maslow. Mais une fois que j'ai ça, là, je vais rentrer
dans une roue du sens, qui va être en fait une roue qui avance position par position. Et la première position de sens que je vais regarder, c'est mon utilité sociale et l'utilité, bien entendu, sociale de l'entreprise ou de l'organisation de travail dans laquelle je vais être. Par exemple, quand je rentre en tant que fonctionnaire dans une administration, eh bien, je sais que je vais travailler pour le service général, pour l'intérêt général. Donc ça fait sens tout de suite. Mais pour les entreprises privées aussi, ça va se poser la question. Est-ce que ça fait sens pour moi de développer des réseaux de télécom? Ça fait sens pour moi de travailler dans l'hôpital privé, etc., etc. Donc, premier facteur de sens, l'utilité sociale. Et juste avec la rectitude morale. C'est-à-dire, est-ce que l'activité de cette entreprise, on ne me fait pas faire des choses qui sont un peu borderline, que je ne voudrais pas faire ou qui me fassent faire des cauchemars. C'est la première roue du sens. La deuxième roue, ça va être les relations sociales, le climat social, la façon dont les relations se font avec toutes les cultures sociales de l'organisation, le dialogue social, les relations managériales, et tout ce qui va autour de ça, avec toutes les nouveautés, les innovations que Luc anime notamment depuis maintenant 2-3 ans, par exemple. Troisième, alors si j'ai d'abord, donc, la motivation extrinsèque, une fois que j'ai fait ça, je rentre dans la roue du sens. Utilité sociale et rectitude morale. Première roue, si j'ai ça, je continue. Relation sociale, correct, je continue, ça fait sens. Troisième stade de l'itinéraire, l'autonomie désirée. Désirée, c'est ça qui est très important. Prenons l'exemple aujourd'hui du télétravail. Vous avez le télétravail contraint, le télétravail désiré. Autant le télétravail désiré, ça se passe très bien, autant le télétravail contraint, c'est une explosion de problèmes, de fragilité et de situations des fois un peu complexes pour les gens. Donc l'autonomie désirée, c'est pareil. Vous pouvez avoir envie d'avoir beaucoup, peu, moyennement de l'autonomie, pas toujours. Ça dépend des projets, ça dépend des tribus, ça dépend des communautés, ça dépend d'un certain nombre de choses où je vais voir quel type d'autonomie désirée est importante. Et je vais passer maintenant à la quatrième étape. Une fois que j'ai ces 3 étapes, je vais passer à la quatrième. Et là, je vais rentrer maintenant dans tout ce qui est la compétence, mon sentiment de compétence. Est-ce que je vais pouvoir développer mes compétences à titre personnel, c'est le développement personnel, et à titre professionnel? Si dans cette entreprise, je ne peux pas développer mes compétences, eh bien, je vais perdre le sens même de mon itinéraire, de mon parcours, de mon expérience collaborateur. Et puis, une fois que j'ai ça, deuxième étape de la compétence, et la dernière, on a fait les 5 étapes, c'est le nirvana, mon sentiment de reconnaissance. Ça veut dire quoi? Alors, on commence à rentrer dans le collectif. Là, on rentre, l'atterrissage, c'est l'extimité, c'est le collectif. Les 4 premiers, c'est l'intimité, c'est l'individuel. La dernière étape, c'est qui va me faire rentrer dans l'engagement. Est-ce que je suis reconnu par le collectif, par la tribu, par la ruche, par le kilo de blé en tant que grain de blé, par la communauté, etc., etc., par le réseau, par le cluster? C'est le collectif. Est-ce que je suis reconnu? Si je ne suis pas reconnu, ça n'a pas de sens. Et la reconnaissance, ce n'est pas simplement une reconnaissance monétaire. C'est une reconnaissance basée sur ce que j'ai apporté au collectif. Donc voilà les 5 facteurs de sens qui font passer de l'intimité à l'extimité et qui font qu'on est dans la dynamique, et c'est cette énergie un peu cachée qu'on appelle engagement qui fait passer la partie dans le tout, comme on pourrait dire les systémiciens. C'est relié, comment on relie les parties avec le tout. Eh bien, c'est ce qui fait sens, c'est l'engagement que l'on libère pour passer au stade individuel, au stade collectif. Un peu comme dans une troupe de théâtre, ou comme une équipe de football, voilà, ou comme une équipe de santé aujourd'hui dans un hôpital. Vous regardez à la fois le travail individuel et l'engagement collectif, comment ça rentre en symbiose et comment c'est nécessaire. Voilà pour cette première réponse. Merci Victor. Alors, tu viens de nous expliquer les principes de l'engagement réciproque, du pont de confiance, mais il y a aussi une notion qui prend toute son importance dans les axes d'amélioration des entreprises en la matière, qui est l'expérience collaborateur. Comment tu considères que les entreprises peuvent améliorer concrètement
cette expérience collaborateur? Alors, cette expérience collaborateur, c'est en fait l'itinéraire entre le recrutement, l'attractivité, l'intégration, et puis la permanence dans la relation. C'est entre le collaborateur qui vient de rentrer, c'est les différentes étapes. Et là, en fait, on va poser la question, cette expérience collaborateur, elle va questionner ce que j'ai appelé l'engagement réciproque. C'est-à-dire, c'est bien gentil de me dire, j'ai fait, maintenant je suis une entreprise à mission, je déclare ma raison d'être, je fais des tas d'actions dans le domaine sociétal, environnemental. Tout ça, c'est bien, mais il faut pouvoir le prouver. Merci Victor. Tu viens de nous expliquer les facteurs clés pour redonner du sens au travail. Est-ce que tu peux également nous parler plus précisément de la notion de confiance? Effectivement, aujourd'hui, la confiance est au centre de la quête de cette régulation et cette recherche de nouvelles modes d'organisation, de nouveaux engagements, etc. Pour qu'il y ait un engagement qui est demandé par les entreprises, les organisations, on pourrait résumer aujourd'hui, notre challenge, c'est de faire plus avec moins, mieux et plus vite, mais surtout, on a besoin que vous restiez engagés, que ce soit en France ou n'importe où dans le monde, parce qu'il y a des transformations. Alors, on avait les transformations business, on a maintenant les transformations, bien entendu, technologiques, mais se sont rajoutées les transformations sanitaires, sociales, sociétales et écologiques. Et l'entreprise n'est pas bien percutée toutes ces transformations-là. Et donc, il faut qu'elle aborde ces transformations. Elle ne peut pas dire je fais que de la transformation business et je maintiens mes 15% après impôt, débit. Elle est questionnée par la société, elle est questionnée par la ressource interne, par les externalités, par tout le monde. Elle a envie d'ailleurs de donner plus. On le voit très bien. Et Luc anime beaucoup justement tous ces contributeurs à ceux qui veulent donner plus de sens à l'entreprise. Face à tout ça, donc elle dit à ses collaborateurs, restez engagés. Je vous en prie, restez engagés. Oui, mais il faut formuler une contrepartie. L'engagement n'existe que s'il y a réciprocité. D'où cette notion d'engagement réciproque. Et donc, en fait, on introduit dans le concept, j'ai essayé de trouver une sorte de métaphore, c'est le pont, un pont de confiance. J'ai appelé ça le pont de confiance. C'est quoi le pont de confiance? Un pont, c'est ce qui permet de relier une rive à l'autre. Dans une rive, vous avez la rive des entreprises, des organisations de travail qui demandent aux managers, aux collaborateurs de traverser le pont en toute confiance. Venez avec moi, vous verrez, sur mon pont, ça va bien se passer. On arrivera à affronter les tempêtes, des transformations, quelles qu'elles soient. Les collaborateurs, les managers disent, moi je veux bien passer le pont, mais quel est ton engagement réciproque? Eh bien, je passerai le pont, j'aurai confiance dans ce pont si ton pylône central est effectivement un pylône d'engagement réciproque, et si de chaque côté on arrive à matcher les attentes de chacun. Du côté de l'emploi, vous nous demandez de rester engagé, loyal, dans les transformations, performant, compétent. Ben nous, ce qu'on veut, c'est du sens. Eh bien, on va vous demander juste de respecter les engagements des employeurs. Il y en a 3. Santé, sécurité, employabilité. Donc, montrez-nous que vous êtes capable de mettre en place une santé globale, à la fois santé publique, santé au travail, santé environnementale, et une qualité de vie au travail qui va nous permettre de trouver du sens dans notre travail. Si vous arrivez à faire ça, eh bien, on va passer le pont parce que vous avez formulé votre engagement. Mais attention, il va falloir qu'on se mette d'accord sur la façon dont on va mesurer cet engagement réciproque. Il ne s'agit pas de m'envoyer un petit questionnaire pour savoir si je suis content ou pas content. Hein. Bon, ça, c'est du déclaratif, c'est bien gentil, mais il me faut des preuves. Exactement comme un phénomène ou une épidémie, ça demande une analyse sériologique, bactérienne, médicale, pour savoir si on a le bon marqueur de cet engagement réciproque. Donc, il nous faut de la data. Il nous faut de la data réelle et on l'interprète. Et puis, il nous faut aussi un protocole de confiance, ce qu'on appelle la convention de qualité. C'est une convention de l'économiste Lewis qui a dit quand le système économique n'a pas les outils
pour définir une relation entre les parties, eh bien, on définit une convention de qualité, ce qu'on appelle la convention de Lewis de qualité, où les parties prenantes se mettent d'accord sur un outil de mesure. Ben là, c'est l'indice de bien-être au travail, dont on a parlé précédemment. C'est quoi le bien-être au travail? Un indice clair, objectif, mesurable, indiscutable, qui va justement donner une relation avec les euros et faire la relation entre l'EBIT et l'indice de bien-être au travail, l'IBET, et un protocole de vigilance managériale qu'on va pouvoir adapter entreprise par entreprise, organisation par organisation, projet par projet. Quand on a ces deux outils, eh bien, on peut avancer, on les a travaillés ensemble, on les instaure ensemble, on va les faire vivre ensemble, on va traverser la tempête, on va traverser les transformations, il y a un engagement réciproque. Voilà, en résumé, comment on pourrait illustrer cette notion d'engagement réciproque. Alors, si on prend justement le premier outil, le référentiel de vigilance managériale, est-ce que tu peux nous en décrire les composantes principales? Oui, avec grand plaisir. Donc, référentiel de vigilance managériale. Alors, l'enjeu, justement, déjà, pourquoi ces trois mots-là? Référentiel, d'abord, c'est le protocole. C'est exactement comme en médecine, c'est exactement comme dans la loi. Il y a un protocole, il y a une Bible, il y a un protocole. On se base, c'est le code du travail, c'est la loi, c'est ce qui est écrit entre nous, entre les parties. C'est un protocole. Vigilance. La vigilance, c'est quelque chose d'assez souple, d'assez bienveillant. C'est pas d'essayer d'avoir des promesses dont on a du mal à tenir, bien entendu, c'est pas la peine de faire une communication à outrance. Il faut pouvoir être vigilant sur ce qui est important. Donc, deuxième terme, être vigilant. Déjà, la vigilance, c'est le début de la bienveillance. C'est le début de la responsabilité. C'est déjà d'être en vigilance, en prévention le plus primordial possible. Managérial, alors le grand mot. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu comme nouveau prophète nous dire que le management, on n'en a pas besoin, c'est pas nécessaire, etc. Encore une fois, et puis Luc pourra développer ça à merveille, il y a plusieurs types de management. On ne peut pas dire il y a un management et pas l'autre. Il y a ce type de management nouveau qui va remplacer d'autres. Il faut manager suivant les contextes. Regardez aujourd'hui, avec le télétravail, c'est un marqueur réel de la capacité du management intermédiaire à assumer une résilience nouvelle des organisations, une reliance nouvelle. Et il n'a pas appris ça à l'école, il n'a pas appris ça en formation. Il l'a dans les tripes ou il l'a pas dans les tripes. Donc, ce référentiel de vigilance managériale, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va concrétiser ce fameux passage de l'intimité à l'extimité. Qu'est-ce qui fait sens pour les parties pour qu'après, elles se projettent dans un collectif? Imaginez l'équipe de football, imaginez la troupe de théâtre, l'équipe projet qui doit, par exemple, envoyer un homme sur la Lune. C'est comme ça que ça s'est passé à la NASA. Eh bien, on va construire le socle. Le socle, c'est les fondamentaux du bien-être au travail. 3 sentiments. Sentiment d'utilité à titre individuel, sentiment de compétence, mon métier, utilité, mon travail, compétence, mon métier, appartenance, mes environnements de travail et hors travail. Encore une fois, aujourd'hui, avec la crise sanitaire, le télétravail, les deux environnements, aujourd'hui complètement hybridés d'ailleurs. Bien. Une fois que j'ai mes bases, que j'ai matché, que j'ai checké mes 3 sentiments, utilité, compétence, appartenance, je vais me projeter dans ce que j'appelle les représentations sociales. Je vais être un travailleur qui veut pouvoir bien faire son travail. Je veux aussi pouvoir en même temps être un professionnel qui veut bien vivre avec son métier dans le temps. Et je veux aussi être une personne qui veut pouvoir bien vivre dans ses environnements, travail et hors travail. J'ai donc ces 3 représentations sociales. Je suis à la fois un travailleur, un professionnel et une personne. Et on va remplir à l'intérieur, entre la base et le sommet, les champs de vigilance. J'en ai proposé 12, 4 par pilier, voire 16 quand on va parler de l'environnement hors travail. Et quand on intervient en accompagnement, eh bien, on fait travailler les parties prenantes pour savoir quels sont les champs de vigilance du travail, du métier, de l'environnement au travail et de l'environnement hors travail. Et on va construire cet engagement réciproque et on a l'indice qui va permettre de mesurer est-ce qu'il y a un engagement ou un désengagement suite à cette nouvelle culture
socio-organisationnelle de la performance socio-économique. La performance devient socio-économique. Elle n'est pas qu'économique, elle n'est pas que sociale, elle est en fait une symbiose des deux, elle est intégrée. Et c'est en fait ce qu'on recherche aujourd'hui. C'est cette intégration entre les trois ressources, la ressource interne, la ressource externe et la ressource durable. C'est ce qui fait sens, c'est ce qui fait communauté, c'est ce qui fait le vivre ensemble. Alors, on a mis du temps pour le découvrir, mais bon, maintenant on avance. Alors voilà le référentiel vigilance managériale tel qu'on a pu le décrire. Alors maintenant, je te propose qu'on aille plus dans le détail du deuxième outil qui est l'indice de bien-être au travail. Est-ce que tu peux nous expliquer comment il se calcule et comment il se lie, comment il s'exploite finalement en termes de pilotage en entreprise? Oui, absolument. Alors, en quelque sorte, j'ai souhaité, il y a une dizaine d'années, après mon passage chez Orange, chez Matra, etc., mobilisé sur la performance économique, bien entendu. Chez Lehman Brothers, j'ai aussi eu à travailler sur la finance responsable. Bon, donc tout ça m'a amené à essayer de définir un challenger à l'EBIT, Earning Before Interest and Taxes, en quelque sorte le résultat opérationnel, on va dire, qui est vraiment la norme de tout développement stratégique, fusion, acquisition, investissement, désinvestissement, rémunération, etc., etc. En fait, l'EBIT donc donne une réalité économique de la performance, mais il manquait la réalité sociale. Donc il fallait trouver un marqueur. Donc ce marqueur, c'est un marqueur assez générique. Qu'est-ce qui est un véritable marqueur du social? Eh bien, c'est son engagement. Voilà pourquoi je suis arrivé à l'engagement. Mais on ne peut pas mesurer l'engagement parce que là, on rentre dans des approches einsteiniennes, on va dire, systémiques. On ne peut expliquer l'ordre que par du désordre. Ou thermodynamique, c'est l'ordre ne peut être déterminé que si on rajoute le désordre dans l'équation. Donc engagement plus la somme des désengagements égale 1. Pour avoir l'engagement, il fallait mesurer les désengagements. Et c'est par différence que vous allez le trouver. C'est comme la qualité des produits et des services. C'est les non-qualités qui déterminent un niveau de qualité. Ah, c'est pareil. Donc voilà, c'est comme en médecine. On va regarder qu'est-ce qui ne va pas dans les analyses pour savoir si vous allez bien ou pas. Voilà. Donc, on va aller mesurer les désengagements, et c'est en mesurant les désengagements, par déduction, l'indice d'engagement qui est donné par le bien-être au travail est égal à 1 moins la somme des taux de désengagement. Donc, on va aller mesurer les désengagements réciproques, ça peut venir de l'employeur ou du salarié, mais il faut que ce soit des marqueurs réels, objectifs, donc c'est de la data. On va aller regarder qu'est-ce qui fait qu'on se désengage d'une responsabilité. Donc, on va les mesurer. Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas qu'un code du travail, les engagements, de part et d'autre d'ailleurs, de santé, sécurité, employabilité. Pour les salariés, ça peut être disponibilité, compétences, etc., etc. Donc, on va les regarder dans les datas sociales de l'entreprise, dans le temps, sur différentes mailles de l'organisation, les activités, les métiers, le social, les désengagements qui se manifestent que pour des raisons de travail. Donc, c'est des arrêts de travail à cause du travail, des arrêts de travail de santé qui viennent du travail, et c'est des sorties qui vont impacter l'employabilité, sorties décidées par l'employeur hors plan social, business, parce que ça, c'est pour des raisons stratégiques, et des sorties qui sont déclarées par le salarié. Donc, ce sont des véritables marqueurs que l'on va synthétiser, que l'on va mesurer sur toute l'organisation. On va pouvoir avoir un indice entre 0 et 1, et un point d'IBET. IBET, ça veut dire aussi IBET, je parie sur l'engagement du capital humain. Eh bien, cet indice de bien-être de travail, c'est 0 à 1, ça va être tout simple. On va pouvoir comparer, benchmarker les entreprises d'un même secteur et à l'intérieur d'une entreprise, les activités, les métiers, le social, pour avoir tout de suite une mesure de l'engagement 2 mois après l'arrivée des données. Hein, voilà, donc en février, vous pouvez avoir l'IBET 2021, l'IBET de 2020, vous avez eu l'IBET de 2019, donc vous êtes en pilotage permanent d'une autre composante de la performance. Vous avez la performance économique tous les 3 mois, mais vous avez la performance sociale dans le marqueur et l'engagement. Sur quoi? Sur la loi.
santé, sécurité, employabilité. Indiscutable avec les parties prenantes, c'est du béton. Et après, une fois que vous avez ça, c'est là que vous interrogez par l'écoute les parties prenantes sur le référentiel de vigilance, puisque c'est votre protocole d'engagement réciproque. Et c'est là où on peut parler, on peut questionner, on peut mettre des sondages, des baromètres sur une promesse, un engagement, un contrat de confiance, sans vouloir parodier personne. Et donc cet indice est 0 à 1. Un point d'IBET, c'est un point de masse salariale. Et comme on a travaillé sur des cohortes de centaines de milliers de personnes, la cohorte qui nous a donné le plus d'intérêt, c'est qu'on a travaillé pour la Poste pour 250 000 salariés sur 3 ans. Donc on a pu tirer des cohortes statistiques. On l'a vu sur toutes les études qu'on a fait depuis 10 ans avec le soutien du groupe Apicil. Donc on a maintenant des datas, on a presque 18 millions de datas sociales cumulées qui nous viennent de la DARES et de l'assurance maladie. On a notre propre observatoire et donc on a fixé aujourd'hui un peu une sorte de médian. L'indice de satisfaction, il est à partir de 0,85. Ben, ça veut dire que si vous avez dans une entreprise 85% des gens qui sont engagés, ben, elle peut attaquer les transformations, elle peut être résiliente parce qu'elle n'a pas plus que 15% des gens qui sont désengagés. Mais plus vous savez le piloter en primordial, plus vous allez réduire ça et vous avez des marges de manœuvre pour augmenter votre indice jusqu'à 0,9, 0, un peu plus. Attention à ce qu'il n'y ait pas trop de surengagement aussi. Ça peut créer d'autres difficultés, mais vous pilotez la performance socio-économique et vous mettez l'EBIT et l'IBET. C'est les 4 mêmes lettres. Voilà, l'EBIT c'est bien, mais avec l'IBET c'est encore mieux. Et vous avez les doubles lectures. Il n'y a pas de trou dans la raquette de la performance. En fait, il manquait cette mesure de l'engagement qui vient par vos propres responsabilités de santé, sécurité, employabilité, votre nouvelle promesse de réseau d'aide, de mission, etc. Il faut trouver un marqueur et on l'a. Donc l'IBET, il varie de 0 à 1. Au-dessus de 0,85, vous créez ce que j'appelle du goodwill social, une survaleur sociale de performance. En dessous, ben vous dégradez votre performance économique par du badwill social, tous les coûts directs et indirects de ce désengagement. Et ça vous permet de piloter, d'ajuster et d'améliorer l'ensemble de la performance. On peut le faire pour le sociétal aussi, et on peut le faire aussi pour la santé environnementale. Donc on a l'ensemble des ressources, et comme ça, on peut vraiment apporter une preuve que notre engagement d'entreprise à mission, notre engagement d'entreprise responsable, eh bien, on peut la mesurer. Et on a un protocole avec le référentiel de vigilance sociale, sociétale, environnementale. On a les outils, on établit de la confiance, tout est clair, tout est mesurable et tout est affiché. Voilà pour présenter l'indice. Au sein d'une même entreprise ou à l'échelle même du PIB, je crois que tu as fait des projections sur le coût du désengagement. Tu peux simplement nous rappeler les montants, parce que c'est toujours intéressant de chiffrer. Oui, alors les montants l'année dernière, quand on ramène ça aux 25 millions de salariés publics privés, on est à 14 580 € par an et par salarié, ce qui est fait à peu près un peu plus de 12% du PIB national. Donc on voit que la marge de manœuvre au niveau de la performance sociale est considérable par rapport à des objectifs de performance économique. Pour aller gagner du chiffre d'affaires ou de la marge, on joue sur les coûts, on peut jouer sur l'emploi, etc. Donc on voit bien qu'en travaillant sur la performance sociale, on peut l'étendre au sociétal et à l'environnemental, bien entendu, mais déjà sur la performance sociale, il y a ce potentiel-là. Donc, ce qui est assez considérable. Alors, l'idée, c'est pas d'avoir un IBET à 1, mais déjà d'avoir un IBET, on va dire, entre 0,85 et 0,90. Donc, l'IBET est sur 5 paliers. Eh bien, donc, on peut aller gagner. Nous, dans nos expériences, on a fait gagner à des entreprises entre 5 à 20 points de masse salariale sur l'engagement, notamment en santé et qualité de vie au travail. Merci beaucoup, Victor, pour cette brillante présentation. Je te propose à présent de retrouver Luc pour la deuxième partie de l'émission. D'accord, avec plaisir.
Bonjour Luc. Bonjour Michael et Victor. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je vais te présenter brièvement. Tu as passé une quinzaine d'années à occuper différents postes en vente et marketing chez Orange Business Service. Tu as d'ailleurs dirigé pendant 6 ans l'innovation produit du groupe Orange, groupe qui vous fait un point commun avec Victor. Puis en 2019, tu as décidé de te consacrer à l'adoption des nouvelles formes de management en fondant la société Purpose for Good. Et tu es l'organisateur du très bel événement qui s'est déroulé la semaine dernière, le Next Gen Enterprise Summit. C'était, je crois, la 2e édition. Et tu es toujours le président du think tank Institut G9+. Et pour terminer, tu es l'auteur de l'ouvrage L'entreprise nouvelle génération, qui vient de paraître aux éditions Erol. Pour résumer en une phrase les sujets qui te passionnent, tu considères que l'avenir est aux entreprises qui ont réussi à expérimenter de nouveaux modèles qui sont à la croisée entre la responsabilité sociétale des entreprises, la société à mission et l'engagement participatif. Alors, tu es avec nous depuis le début de cette émission. Est-ce que tu peux nous dire ce que les propos de Victor t'ont inspiré ? Ce que Victor développe avec sa méthodologie et ses évaluations extra-financières, c'est extrêmement moderne et contemporain pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui, moi, je considère, je pense qu'on est de plus en plus nombreux à le considérer, qu'en 2020 et au-delà, les entreprises ne peuvent pas se satisfaire de générer un résultat net ou un excédent brut d'exploitation. C'est strictement nécessaire, bien sûr. Il faut payer les salaires et permettre à l'organisation de se développer, mais c'est très insuffisant. C'est-à-dire que ça ne suffit pas à légitimer un projet et l'engagement des forces vives dans ce projet, d'ailleurs bien au-delà du radical des salariés. Puisqu'aujourd'hui, quand on parle d'organisation, je pense qu'il faut largement dépasser le cadre strict des salariés. La notion même de salarié, d'ailleurs, est en train d'évoluer avec des contrats qui deviennent de plus en plus flexibles. Et donc, ce que développe Victor va permettre à une masse d'entreprises, puisqu'il s'agit de faire des protocoles d'évaluation qui soient simples à utiliser, qui soient reconnus, qui soient des références utilisables par tous, qui ne soient pas discutables. Et donc, ça va contribuer à développer cette notation extra-financière. Je crois que le gouvernement français en particulier, pour une fois que les gouvernements innovent, il faut quand même le souligner, ça n'a pas toujours été le cas, mais innovent en la matière, notamment dans le cadre de la loi Pacte et des suites de la loi Pacte. On peut espérer aujourd'hui disposer de moyens d'évaluation et de comparaison des organisations qui dépassent le strict résultat net pour aller sur des critères beaucoup plus qualitatifs, qui soient à la fois indiscutables et également qualitatifs et quantitatifs, qui permettent de donner un relief à l'organisation au-delà des seuls critères financiers. De ce point de vue-là, l'État français cette année a innové par la loi Pacte et par les prolongations de l'agenda français et européen autour de la loi Pacte. Alors la question que je poserai à Victor, c'est lors du Next Gen Enterprise Summit qui s'est tenu la semaine dernière, donc Olivia Grégoire, Muriel Pénicaud en particulier ont évoqué le travail à l'agenda européen des critères extra-financiers d'évaluation des entreprises. La France sera présidente de l'Europe en 2022 et les programmes et les projets qui sont en cours actuellement ont pour ambition d'atterrir à ce moment-là et de pouvoir vraiment rentrer dans la réalité. Comment est-ce que l'IBET, par rapport à ces projets, pourrait se positionner soit pour intégrer ces dispositifs, soit pour y contribuer. Est-ce que tu contribues déjà à ces travaux en fait? Oui. Alors, je vais déjà dire ce que j'ai fait au niveau national. Qu'est-ce qu'on m'a demandé au niveau national? Au niveau national, à l'époque, le président Macron était ministre de l'économie et à l'époque, on était en plein CICE. Donc, ça va illustrer absolument ta question. Et puis, un beau jour, m'a écrit une gentille lettre à l'époque pour me dire si je pouvais rencontrer son cabinet pour voir si
mes travaux sur les Libet dont ils avaient entendu parler de part et d'autre pouvaient illustrer une démarche concernant les contreparties du CICE. Alors effectivement, donc j'ai fait tout un travail, une sorte de modèle CERFA, qu'une entreprise, quand elle demande le CICE, sur des datas globales de l'entreprise, effectif, masse salariale, et tous les indicateurs de Libet très facilement, un petit CERFA, on calcule les Libet et on modulait en fait le CICE en fonction de Libet. Tout le monde avait le droit à 50% du CICE, mais en fonction de votre Libet, puisque vous détruisez pas de l'emploi, enfin vous avez un bon indice à 0,85, même déjà 15% des engagements ça va, mais si vous êtes déjà à ça, vous avez un bonus, etc. Mais si vous avez un mauvais Libet, et donc c'est allé assez loin d'envisager une modulation du CICE avec Libet. On a aussi aujourd'hui, dans un certain nombre de régions, des aides à l'emploi. Toutes ces aides à l'emploi, alors c'est des régions à la fois nationales ou européennes, pourraient être tout à fait... Libet a été fait dans un modèle d'open consulting. Donc c'est un don. C'est un don en open consulting. Moi, je l'ai offert à la France et à d'autres, niveau européen, si nécessaire. C'est un modèle ouvert, c'est un don. S'ils veulent l'utiliser, ben, j'utilise, je dirais, le modèle basique. Hein, et puis après, les entreprises, si elles veulent aller plus loin, eh bien, moi, je suis très heureux en plus d'annoncer que des très grandes mutuelles sont rentrées au capital de Mozart Consulting, ce qui veut dire que j'ai une reconnaissance sociale, sociétale de mon activité. Donc, je suis très, très heureux que maintenant, je suis dans le monde mutualiste. Et qui travaille pas que pour qui travaille pas pour des actionnaires, il travaille pour des adhérents, et qui a épousé Libet justement déjà pour la réponse en santé, en prévoyance, par exemple, qualité de vie au travail, etc. Donc, je suis tout à fait ouvert à continuer à faire comme j'ai fait à l'époque depuis plus de 10 ans, à rencontrer les pouvoirs publics. Madame Pinico, d'ailleurs, a rencontré une entreprise quand elle a été ministre du Travail qui appliquait Libet. Elle a eu une phrase extraordinaire qui m'a fait chaud au cœur. Elle a dit « Enfin, le dialogue social par la preuve ». Enfin, ce sont ces termes. L'entreprise, c'est CAIB, dans le Choletais, qui lui a dit on utilise, vous voyez, dans le dialogue social, on a un indice de bien-être au travail. Ah bon, qu'est-ce que c'est? Ils ont expliqué, il y avait Laurent Berger de la CFDT d'ailleurs, et elle a dit enfin, le dialogue social par la preuve. Mais oui, parce qu'il nous faut des preuves, il nous faut des mesures, que ce soit pour le Covid, que ce soit pour les aides, il nous faut du chiffre, mais un chiffre de performance sociale. Donc absolument, et si tu peux m'aider, Luc, à faire passer ce message de don sur comment Libet peut être un critère extra-financier possible, une nouvelle lecture complémentaire de ce qui existe déjà. Et est-ce qu'on peut la moduler sur des aides, sur de la vigilance, sur des risques? Eh bien, pourquoi pas? Moi, c'est un don que j'ai fait à la société. Et puis après, il y a toutes les formes d'application possibles. Donc, avec grand plaisir, j'enseigne bien entendu dans les universités, les grandes écoles, le modèle de management responsable. Depuis plusieurs années, à la Sorbonne, à l'École des Ponts, à Subdeco 3, etc. etc. Donc, je forme au management responsable, c'est-à-dire ouvrir l'esprit des managers, en plus de leurs compétences techniques, à une responsabilité sociale, sociétale et environnementale. Parce que c'est notre vie, c'est nos environnements. On ne peut pas, comme ça, ne voir qu'une partie de notre écosystème. Voilà, donc avec grand plaisir, si je peux le faire, avec très grand plaisir. Donc je réponds oui, bien entendu. Et même dans les outils aujourd'hui, par exemple, je peux dire que Bercy m'a demandé il y a quelques années à développer un modèle d'engagement réciproque sur les achats responsables. Donc j'ai accompagné un certain nombre d'entreprises pour que les fonctions achats deviennent responsables. Donc un modèle d'engagement réciproque sur les achats responsables. Une mesure, un protocole, toujours la même chose, les deux outils. Et donc, on peut le décliner, je dirais, à l'infini presque, si on le souhaitait. Luc, tu viens d'aborder la question des indicateurs extra-financiers. Et la semaine dernière, sur ton événement, j'ai entendu à plusieurs reprises la question de l'évolution du plan comptable pour vraiment institutionnaliser les indicateurs extra-financiers. Est-ce que tu peux nous dire quelle est ta vision de cette évolution probable à l'avenir du plan comptable?
Oui, donc je ne suis pas un spécialiste des questions de plan comptable. Simplement, Jean-Dominique Sénard a évoqué ça lors du Next Gen Enterprise Summit la semaine dernière pour décrire ce qui pourrait, au niveau européen, je pense, si un certain nombre de pays s'agrègent sur ces propositions-là, qui font suite aux travaux sur la loi Pacte en France, de trouver les moyens d'évaluer les organisations de façon un peu plus riche que ce que l'on a connu jusqu'à présent. Je pense que de ce point de vue-là, la question que je posais à Victor était dans quelle mesure il y avait une possibilité d'intégrer ou de rapprocher l'IBET d'indices qui sont en train de se cristalliser en ce moment. On voit bien qu'il y a une course à avoir des indices qui ont une pertinence au niveau mondial et à minima au niveau européen. D'ailleurs, il y a un certain nombre d'agences ou d'organisations qui construisent des indices de ce type-là, qui sont en train de se faire racheter par des fonds américains. Je pense que le mouvement stratégique est assez évident à décrypter. Et donc, c'est culturellement extrêmement important pour l'Europe, je pense, de maîtriser un indice qui soit suffisamment indépendant et suffisamment l'expression de la culture européenne pour ne pas subir une influence stratégique qui vienne d'un autre continent, fût-il américain ou asiatique. Moi, j'aime beaucoup les Américains, j'aime beaucoup les Asiatiques également. C'est pas un sujet de défiance, mais c'est plus un sujet d'indépendance par rapport à ce type d'évaluation et de neutralité. Et donc, voilà, je reviens d'ailleurs sur cette question auprès de Victor, parce que je pense que le moment là est très chaud pour aborder avec des instances qui sont encore sous pavillon européen l'opportunité de faire cela. Une des critiques qui est faite à l'encontre de Bicorp, qui a le gros avantage d'être adopté par des milliers d'entreprises maintenant partout sur la planète, c'est de devenir un standard lisible par tous. La volonté du politique, qui n'a pas toujours réussi à imposer ces standards, mais aujourd'hui, et cette volonté est assez louable, je trouve, c'est de mettre sur les fonds baptismaux un référentiel européen. Donc voilà, je pense que ce sujet-là est très important pour Victor, pour l'IBET, et probablement que l'IBET est une des composantes de ce référentiel à bâtir maintenant et à lancer et à mettre à l'échelle le plus vite possible. Je vais donc éclairer effectivement le propos très important là que dit Luc. Le problème, c'est pas d'avoir c'est la différence entre le label et la notation. Les labels, il y en a plein, il y en a des dizaines. Donc c'est des labels de plus, ça sert à rien, c'est pour de la com. Un label, ça sanctionne à rien. Pourquoi j'ai fait l'IBET? C'est pour les analystes financiers et les DRH. Pour que les analystes financiers, et je l'ai même fait pour des grands fonds d'investissement, ils peuvent très bien évaluer leur portefeuille d'investissement responsable, ISR ou ESG, avec l'IBET des sociétés en portefeuille, par exemple. Donc déjà, moi, je travaille aujourd'hui, j'ai travaillé, je ne vais pas citer mes clients, mais il y en a quelques-uns, où j'ai fait un travail, j'ai pris tout leur portefeuille, j'ai classé les bits moyens, une échelle de les bits de leur société cible, et j'ai croisé avec l'IBET de leurs sociétés qui sont en portefeuille. Et déjà, on peut déjà voir ceux qui ont à la fois un bon EBIT et un bon IBET. Ah ben là, je peux te dire, tu peux investir, ISR, etc., etc., etc. On peut compléter avec ce que j'ai appelé le goodwill sociétal. Là, l'IBET, c'est pour la ressource interne. Mais comme tu l'as très bien dit, une société ne se limite pas à ses parties prenantes internes, il y a toutes les externalités. Donc c'est le sociétal. Là, c'est pareil. Qu'est-ce que je fais? Je prends tous les investissements en sociétal, les écoles, les associations, les ONG, etc., les fournisseurs, les clients, les partenaires, et je déduis toutes les provisions pour risque ou pénalité, et je détermine un goodwill sociétal. Exemple pareil, je rajoute un troisième élément de l'équation. Tu as le goodwill social IBET, le goodwill sociétal, on l'a vu avec quoi? Le troisième
la troisième partie de l'équation du goodwill global, on va dire, c'est la santé environnementale. Qu'est-ce que j'ai fait en santé environnementale sur le bruit, sur la qualité de l'air, sur la qualité de l'eau, sur la lumière, etc., qui détruisent la santé. Et ça, c'est un vrai marqueur. Est-ce que j'ai investi? Est-ce que j'ai payé ou provisionné? Goodwill, santé environnementale. Quand tu cumules les trois, tu as une performance globale. Maintenant, est-ce que les agences d'investissement, le capital investissement, les hedge funds, parce que j'ai travaillé chez Lehman Brothers, sur les investissements responsables, la finance responsable, on voulait investir sur ceux qui étaient responsables. Et donc, on a fait les outils. Donc, j'ai fait tous ces outils-là, justement. Mais alors après, les fonds, ils disent oui, j'investis parce que j'ai la preuve, et non pas sur du déclaratif uniquement en disant ben, je suis allé rencontrer l'entreprise, elle m'a ouvert ses classeurs, j'ai pu noter, j'ai pu. Non, il faut des preuves comme pour les bits. Donc, j'ai ça déjà qui existe. Je vais encore plus loin. Depuis en 15, 16, 17, j'ai publié une étude qui s'appelle le Social Advisor Index. C'est-à-dire, j'ai pris les 49 critères de la loi NRE sur les entreprises de plus de 100 millions d'euros, de plus de 500 personnes, et j'ai analysé les 49 critères de la loi NRE sur, tu as 14 critères environnementaux, tu as 9 critères sociétaux, tu as 26 critères sociaux. Est-ce que les entreprises, dans leur rapport extra-financier ou le document de performance extra-financière qu'il y a aujourd'hui, est-ce qu'ils parlent de ces 49 critères et est-ce qu'ils les mesurent? Et là, j'ai tout un classement du CAC 40 qui existe. Je peux vous communiquer pour un prochain NextGen les études 2017. J'ai repris cette étude cette année et ça répond directement à ta question. Cette année, je vais faire une étude sur le SBF 120. Pas uniquement le CAC 40. Alors là-dedans, tu as des sociétés européennes, étrangères, etc. Tu as tout le monde. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre les 17 ODD, puisque l'ONU, alors là, si on est tranquille, c'est même l'ONU, a défini 17 objectifs de développement durable. L'IBET, il répond aux 3, aux 5 et aux 8. Bien-être au travail, l'égalité professionnelle, le travail décent, le travail responsable, le travail qui donne du sens, la compétence, le métier, etc. Le 3, le 5, le 8. Donc, on travaille, mon équipe travaille aujourd'hui, on va prendre tous les documents publics, on ne pose pas de questions, on regarde ce qui est déclaré, pour qu'il n'y ait aucun biais dans la méthode. On regarde ce qui est public, ce qui est déclaré. Dans tous les documents des 120 entreprises cotées en France, on peut le faire sur Bruxelles, on peut le faire sur Rome, sur Londres, sur n'importe quel marché, on regarde qu'est-ce qu'il dit sur les 17 ODD. Est-ce qu'ils en parlent et est-ce qu'ils mesurent? Et on va donc sortir un Social Advisor Index sur les 17 ODD. Et on va le donner à tout le monde, ça va être public. Donc les agences de notation, les agences gouvernementales, les gouvernements qui veulent donner des subventions, les banques qui veulent investir en responsable, les entreprises comme la tienne, etc., ou comme la veille ou comme d'autres, vous avez ça, vous pourrez dire, ben ces gens-là, voilà ce qui a été mesuré publiquement, sans aucune influence de quiconque, et vous appliquerez les choses ou pas dans vos stratégies. Et donc, exactement comme on a fait à l'époque avec le cabinet du président Macron à l'époque sur le CICE, sur les contreparties du CICE. Bon, et donc les applications sont multiples. Donc la prochaine étude va porter sur les 17 ODD, le SBF 120. On va pouvoir calculer l'IBET, parce que maintenant on a des modèles qui nous permettent de calculer l'IBET à partir de quelques variables, vu qu'on a maintenant plus de 18 millions de data, donc on ne se trompe pas beaucoup. À partir de quelques données, on peut remonter à l'IBET par secteur boursier, et on va avoir les 17 ODD qui seront filtrés. Tous les 17 ODD seront filtrés. Vous en parlez, c'est bien. Est-ce que vous le mesurez? C'est mieux. C'est du fact-checking. Et voilà encore une façon de répondre à ça. Alors, l'ambition, Luc, franchement, pour moi et Michael, l'ambition, c'est pas de dire ça va être adopté par l'Europe ou ceci ou cela. L'ambition, c'est que ce soit utile concrètement pour des gens qui veulent utiliser cette data à des fins responsables. C'est ça mon ambition.
Maintenant qu'elle ne soit pas approuvée, qu'ils aillent chercher un cabinet américain qui a sorti un label ou une mesure et une performance extra-financière et qu'ils le mettent maintenant en Europe, ça me dépasse. Par contre, moi, je vais offrir cette analyse à ceux qui veulent l'appliquer dans leur travail quotidien, en fait, ceux qui sont authentiques. Parce qu'en fait, pourquoi on se bat tous à tout ça? C'est juste pour de l'authenticité, parce qu'on ne peut plus accepter des fausses promesses, des fausses ambitions, des fausses déclarations qui ne se traduisent pas par les faits et par la mesure. Voilà. Ok, Victor, je voulais rebondir là-dessus je te remercie pour ta réponse, pour aller sur une autre dimension qui me semble importante, puisque en rédigeant le livre L'entreprise nouvelle génération, en interviewant les 250 leaders qu'on a rencontrés dans 30 pays du monde, donc c'était vraiment partout sur la planète, quelque chose est apparu que l'on ne soupçonnait pas avant de démarrer cette enquête, en fait. C'est le rapport consubstantiel dans ce qu'on qualifie d'entreprise de nouvelle génération, c'est-à-dire qui ont un purpose fort, une raison d'être extrêmement forte qui fédère les parties prenantes et qui ont distribué de l'autorité. C'est le lien entre cette capacité à être mue par une mission à impact positif, idéalement sur la société et l'environnement, et la capacité de ces organisations à déployer des nouvelles formes de management, c'est-à-dire, comme je le disais, donc décentralisation de l'autorité, développement d'intelligence collective, autonomie, responsabilité, transparence. Certains appellent ça le management par la confiance. Je pense que c'est un bon terme. Tu l'utilises également. Et ce qui est apparu de façon extrêmement flagrante, c'est le lien consubstantiel entre ces deux dimensions. C'est-à-dire que, en gros, pour le dire de manière un peu plus schématique et provocatrice, rester dans un cadre d'organisation traditionnel, entre guillemets, et vouloir avoir un impact positif sur la société, je pense que ça va devenir compliqué. C'est-à-dire que on ne peut pas à la fois vouloir avoir un impact positif et avoir une gouvernance archaïque. C'est-à-dire que si on est organisé avec cette hiérarchie de subordination étouffante qu'on a connue tous les deux dans pas mal de grands groupes, qui est encore l'alpha et l'oméga du management depuis plus de 120 ans maintenant, mais qui n'a pas du tout l'apanage des entreprises nouvelle génération, qui ont basculé sur des modèles agiles, beaucoup plus horizontaux, avec des équipes pluridisciplinaires, où l'autorité est vraiment distribuée parce que l'intelligence collective est très supérieure à celle que peut déployer un management directif en command and control. Eh bien, je pense qu'il y a un mouvement irréversible à aller à la fois vers des raisons d'être fortes, et pour m'autoriser ça, d'avoir des gouvernances qui mécaniquement vont s'ouvrir aux méthodes que l'on peut appeler aussi, alors c'est pas du tout un cliché, mais de l'agilité à l'échelle, et appliquée à toute l'organisation. Voilà. Et ça, je pense que ça me semble inéluctable. Alors, on n'est pas beaucoup à le dire encore parce que on observe ça. Mais justement, c'était l'intérêt de faire ce livre, mais on le savait pas avant de le faire. En fait, on a constaté ça, cette relation extrêmement forte entre le type de gouvernance, le type de management et la capacité de l'organisation à livrer, à faire autre chose que du washing, en gros, quoi. Bon, je veux pas citer d'entreprise, mais tout le temps. Je pense qu'il y a un certain nombre de boomerangs extrêmement violents que se prennent certaines organisations, parce que elles ont le bon discours, elles ont compris, elles ont fait le bon diagnostic, mais à l'intérieur, ça ne s'est pas encore transformé de telle sorte que ce qui se pratique à l'intérieur a un impact à l'extérieur. Voilà. Et donc, je pense que dans tes travaux, Victor, cette dimension de la maturité managériale, je parle de maturité ou de leadership, elle me semble importante à intégrer. On a remis des awards
lors du Next Gen Enterprise Summit. Et en particulier, on en a remis un à une société toulousaine qui est issue de la recherche académique. Donc, c'est les PhD qui ont fait ça à Toulouse, là, des gens brillants avec Guillaume Tastet notamment. La boîte s'appelle OpenDecide et ils ont un système qui permet d'évaluer la maturité managériale. Ils ont toute une série de groupes du CAC 40 qui ont commencé à déployer ça avec beaucoup de succès. C'est extrêmement sérieux comme travail et donc le stade ultime, un peu comme Lalo ou Spiral Dynamics, hein, c'est les organisations de nouvelle génération que j'ai décrit de façon extrêmement simple précédemment. L'outil non seulement fait le diagnostic, mais permet aux managers de savoir comment aller et comment passer les stades les uns après les autres. Voilà, donc je pense que ça, c'est quelque chose qui peut intéresser aussi tes travaux, d'intégrer cette dimension. Même si ce que je comprends, c'est qu'aujourd'hui tu mesures des résultats et que ce que je décris est plus une manière d'obtenir des résultats. Mais je pense que si le diagnostic d'une organisation, c'est que le management est encore dans son jus et legacy traditionnel, je pense que la capacité de cette organisation à évoluer dans le sens que l'on décrit est faible en fait. Et que cette société non seulement va perdre en compétitivité, mais va perdre en attractivité et en capacité à garder ses talents. Et au final, elle ne gardera que les gens qui n'ont pas d'autre capacité que de rester dans l'organisation. Oui, alors donc, je vais répondre. Luc, effectivement, tu as mis le doigt dessus. En fait, tu as décrit l'intérêt de le deuxième outil. Peut-être qu'on a un peu tendance qui est trop masqué par l'IBET, vu l'éclairage du chiffre, c'est le référentiel de vigilance managériale. Ce deuxième outil, tu l'as décrit. Ce référentiel de vigilance managériale, en fait, il va construire le lien entre les parties et le tout, mais en fonction des transformations et de la capacité de résilience des gouvernances. Puisque, en fait, on va adapter à la fois le travail, le métier et les environnements. Et donc, c'est des parties prenantes qui vont le mettre en place. C'est l'intelligence collective. Donc, dans nos démarches, il y a toujours les deux outils. La mesure sur un marqueur indiscutable, c'est l'engagement réciproque. L'indice, tout de suite, on te demande no measurement, no management. Le pilotage, pas de pilotage, bah, tu vois bien que dans n'importe quel phénomène ou projet, si tu pilotes pas, tu peux pas savoir où tu étais avant, où tu en es aujourd'hui, où tu seras demain. Et le référentiel de vigilance managériale, qui est exactement l'outil, si tu veux, qui permet, je pense que OpenDecide, c'est un peu la même chose, si je vais chercher, qui va donner justement, qui va leur permettre de remplir leur référentiel de vigilance managériale pour une maturité managériale qu'on s'est donnée en termes d'ambition. Et 100% d'accord avec toi, s'il n'y a pas d'abord une volonté par le haut, c'est pour ça que les grandes personnes que tu invites, qui ont fait ces déclarations sur les entreprises à mission et responsables, qui en parlent tous les jours, il faut vraiment qu'ils rentrent dans des mesures objectives, dans la preuve. Tant qu'on n'a pas la preuve, on déclare, mais à un moment donné, tu vas être challengé par les gens qui te disent mais où elle est la preuve de tout ça? Et la preuve, c'est une partie sur la performance, une partie sur le chiffre. Même si tu réalises un certain nombre de choses tout à fait réelles et concrètes. Donc, oui, il faut une volonté, parce que le poisson, il pourrit par la tête. Donc, si la gouvernance au sommet n'est pas convaincue, c'est elle qui va décider, qui va donner l'impulsion. Et après, effectivement, il faut que ça ruisselle dans toutes les strates de l'organisation. N+1, N-1. Donc, effectivement, il y a une hybridation des modèles managériaux, à la fois sur la ressource interne et la ressource externe, les partenaires, les clients, les fournisseurs, etc., et l'interne, parce que le mode salarial n'est pas figé comme ça à l'infini. Comment on va hybrider tous ces collaborateurs dans la transformation des entreprises? Et donc, il faut s'adapter en continu, il faut s'adapter. Et ceux qui restent, comme tu l'as très bien dit, dans des modèles figés, pyramidaux, silotés, bon,
ils ont le droit, mais bon, bah, ils feront ce qu'ils voudront avec leurs résultats. Voilà, on va pas aller leur dire t'as pas le droit de faire ceci, t'as pas le droit de faire cela. Mais ceux qui veulent vraiment, vraiment se transformer de façon responsable, et on va leur monter grâce à l'IBET, qu'est-ce qu'ils vont y gagner? Parce que s'ils arrivent à gagner 5-10 points de masse salariale équivalente, c'est énorme. Alors bien sûr, les plateformes qui n'ont pas de salariés, eux, ils ont contourné le problème. Hein, ils n'ont pas besoin d'avoir des salariés. Ils prennent des indépendants, ils sous-traitent, etc. Ils n'ont pas besoin d'avoir des salariés. Par contre, ils vont se retrouver avec leurs fournisseurs et leurs partenaires. Le problème, il va se retrouver et on peut les coincer là-dessus. Parce que tout se modélise, tout se chiffre, tout peut se déclarer. Donc 100% en phase avec toi sur cette hybridation des modèles organisationnels et tout ça avec une métadata qui va venir mesurer la performance pour pouvoir rendre des comptes. Comme ça, les détracteurs, ils fermeront leur bouche, ils pourront dire voilà ce que ça me coûte, voilà ce que ça me rapporte, je sais où je vais et voilà comment je me transforme. Mais il n'y a que de cette manière-là, parce que l'équation, maintenant, elle est globale, elle est systémique. Je crois qu'il y a plus grand monde qui va débattre sur l'environnemental, il y a plus grand monde qui va débattre sur le sanitaire et le social, et donc le sociétal. Enfin, je veux dire, ça va être un discours complètement dépassé. Et vu à l'allure à laquelle je vois un certain nombre de grands dirigeants sauter le pas du sanitaire, du social et de l'environnemental, je pense qu'on est bien parti, Luc. Bon, maintenant, il faut outiller tout ça. Et il faut essayer de trier entre les déclarations d'intention et les véritables résultats et les véritables actions chiffrées pour que tout soit clair pour tout le monde. Alors, on vient de traverser une année de crise sanitaire et on sait que c'est maintenant une crise économique d'ampleur qui nous attend très certainement. Donc, ça risque d'être une période un peu révélatrice de la capacité de résilience des entreprises. Et donc, on risque de voir se creuser l'écart entre les entreprises qui ont amorcé cette transformation managériale nécessaire pour être agiles et celles qui sont un peu plus sclérosées. Luc, toi qui as réalisé une étude autour du livre et rencontré récemment dans la préparation de ton événement beaucoup de COMEX, CODIR, quel est ton sentiment en termes de maturité des COMEX sur la question et surtout sur la préparation à la crise, c'est-à-dire l'accélération nécessaire de cette transformation? Alors la maturité des COMEX, des comités de direction, elle est forte dans le fait qu'ils ont tous compris l'extrême urgence de réagir. Donc ça, je pense que comme il y a que les gens intelligents à ce niveau-là de l'organisation, je veux dire, ce sont des gens capables de synthétiser l'information et ils ont compris assez tôt en fait. Donc le problème, c'est pas tellement le sujet d'avoir compris ou pas. Je pense que tout le monde a compris aujourd'hui, ou alors faut être resté dans sa grotte. Le problème, c'est l'exécution en fait. C'est qu'est-ce que je fais? Et là, je pense que 90% des dirigeants legacy sont tétanisés, totalement tétanisés, morts de trouille en fait, à l'idée de devoir ébranler l'édifice social, parce qu'ils ne savent pas comment s'y prendre. Quand on parle d'agilité at scale, ils savent déjà pas ce que c'est l'agilité tout court. Donc de là à la scaler, il y a un monde. Donc je pense qu'il y a des années-lumière entre le constat qui est fait par tout le monde aujourd'hui et la capacité de mise en œuvre de la transformation. Et comme c'est pas du jour-nuit, hein, comme l'a dit Victor, ça se fait pas en un claquement puisque c'est de l'humain. Donc on parle de culture, on parle de valeur, on parle de transformation qui va être par itération. Et qui va devoir être adapté à chaque contexte. Là, il va vraiment falloir du courage, de la volonté et de la résilience et démarrer le plus tôt possible. Et je pense que la plupart des dirigeants ne le feront pas et vont mourir en bonne santé en fait. Leur organisation va mourir en bonne santé comme une peau de chagrin qui va s'effondrer sur elle-même en gérant, en faisant du cost cutting. Hein, Victor doit bien connaître ce mode de fonctionnement-là, avec son parcours, j'ai aucun doute. Le cost-cutting, on met un financier à la tête de l'entreprise et ça marche tout seul en fait. Hein. On continue à faire ce qu'on a toujours fait, c'est quand même très rassurant et puis au moins on maîtrise.
Et puis au fur et à mesure que les marges s'effondrent, ben, on coupe les coûts. Et à la fin, le dernier éteint la lumière en bonne santé, comme je disais. Bon, mais ça, c'est quand même pas un plan extrêmement romantique et attrayant pour les talents. Donc les talents, ils vont fuir ces sociétés-là parce qu'ils vont savoir que leur employabilité va s'effondrer dans des organisations de ce type. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a une désaffection majeure des grands groupes. C'est pour ça aujourd'hui que les graduate programmes, qui sont les programmes de séduction des meilleurs talents sur la planète quand ils sortent de l'école, sont totalement désaffectés dans les grands groupes en Europe aujourd'hui. Et je le sais puisque je parle avec des dirigeants de ces COMEX qui sont totalement effrayés par ça. Plus personne ne veut venir et on a beau mettre des cadeaux, payer les voyages des gens, etc. Les gens ne viennent pas parce que ils savent que ils vont rentrer dans des mouroirs des sociétés qui ne leur donnent pas d'avenir, non pas d'avenir de rémunération, c'est pas le sujet, mais d'avenir, d'employabilité, d'engagement, d'impact. Et ils n'ont pas envie de ça. Ils n'ont pas envie d'être à la retraite avant d'avoir commencé à travailler. Ils ont envie de travailler, de progresser, d'apprendre. L'humain est naturellement curieux et a soif d'apprendre, quel que soit son âge. Et ça, je vous le dis, c'est pas du tout lié à la génération X, Y, Z. C'est chez tout le monde. Encore une fois, quelle que soit la couleur de nos cheveux, ça fonctionne. Donc, le véritable sujet aujourd'hui, pour les gens qui ont envie de voir leur organisation se pérenniser, c'est de commencer à se transformer, de le faire dans le bon ordre, de le faire avec un coaching qui est efficace. Il y a très peu de sociétés aujourd'hui qui sont capables de vous accompagner efficacement pour devenir agile à l'échelle. Typiquement, les Big Five, les Big Four, les grandes sociétés de conseil sont totalement à la ramasse sur ces sujets-là. Je pèse mes mots. Ils sont affolés. Moi-même, j'ai discuté avec les partenaires de ces sociétés-là, en France et puis à l'étranger. Et eux-mêmes ont un sujet de transformation parce qu'ils ne savent pas faire, en fait. Hein. Et il y a un certain nombre de petites sociétés, j'en ai fait intervenir un certain nombre au Next Gen Enterprise Summit, qui sont parfaitement au top pour faire ça. Il y en a pas tant que ça, mais il y en a partout dans le monde. Et ces gens-là ont beaucoup d'expérience parce qu'ils ont fait comme moi, j'ai pu le faire, des mises en œuvre de ces nouveaux formats de gouvernance. Donc c'est très important de s'appuyer sur des gens expérimentés, sur des gens qui ont leur ego derrière eux parce que c'est pas le sujet. Ils ont passé ce cap de leur développement personnel et de leur ambition personnelle et ils sont vraiment sur le fond en fait, sur qu'est-ce qui va faire que les équipes vont être motivées à se lever le matin, non pas pour rendre compte à un manager, mais pour rendre compte à leur père et avoir de l'impact sur le résultat de l'organisation. Donc ça, c'est de la transformation managériale et puis il y a la transformation des outils. J'ai parlé d'Open Decide pour faire un constat, un audit. Il y a l'IBET dont on a abondamment parlé dans cette émission. Ensuite, il y a des outils d'agilité que tout le monde connaît pour faire du Scrum, du Lean Startup. Et puis, il y a des outils pour faire du self-management, c'est-à-dire décrire cette organisation non plus comme une pyramide qui est celle de la Légion romaine ou de l'Église catholique ou de l'État d'un État quelconque ou d'une grande organisation traditionnelle, mais comme une subordination non plus de personnes de pouvoir, mais d'équipes qui sont tendues et qui convergent à une raison d'être commune. C'est pour ça que la méthode des OKR, Objective and Key Result, elle est en train de cartonner littéralement aujourd'hui dans le monde entier et de se généraliser. Je crois qu'il y a une bonne partie des gens que j'ai interviewés dans le livre. Au début, je connaissais même pas ce terme, mais j'ai vite appris à le connaître, qui ont déployé ça. Et puis de décrire son organisation par cercle et rôle pour dépersonnaliser la relation à ce qui doit être fait et le qui fait quoi, puisque moi, par exemple, j'ai potentiellement, comme chacun d'entre nous, des talents différents et je vais pouvoir les exprimer sans être lié ad vitam à une fiche de poste qui est totalement archaïque elle aussi, tout comme l'entretien annuel de compétences ou de bilan individuel. Eh bien, ça, on peut l'orchestrer à condition d'avoir un référentiel qui est clair sur qui fait quoi et qui permet justement à la créativité de se libérer dans le périmètre de ses responsabilités. Donc, on a la chance en France d'avoir un leader mondial de ça, qui s'appelle Ola Spirit, qui permet de décrire ses cercles et ses rôles et de travailler ses OKR, ses projets en mode Kanban, ses actions, ses meetings sur cette base, et ça change tout.
ils sont en océan bleu parce que c'est très innovant en fait. Mais par contre, lier l'activité quotidienne à cette nouvelle représentation de l'organisation, c'est absolument fondamental, confère ce que je disais avant sur la consubstantialité du purpose et du format de gouvernance. Voilà. Et puis, je voulais ensuite enchaîner sur une question pour Victor, puisque en conclusion du Next Gen Summit, on a eu la chance d'avoir Pascal Demurger, qui est le directeur général du groupe Maïf, qui fait énormément de choses et puis qui a sorti un bouquin qui s'appelle L'entreprise du 21e siècle sera politique ou ne sera plus, qui est une manière d'expliquer pourquoi les organisations doivent s'engager au-delà du résultat, au-delà de sortir un résultat net. C'est une manière assez forte de dire ce que j'ai dit précédemment, mais avec un angle particulier sur l'engagement. Et il a sorti dans le cadre de la consultation citoyenne qu'on a fait en amont du sommet avec Cap Collectif une idée qui a eu beaucoup de succès, qui était d'évaluer l'engagement des collaborateurs et puis sur la base de cet engagement, la capacité des organisations à justement à engager leur force vive. Il parlait il faisait le parallèle entre le Nutri-Score pour les aliments et des organisations qui sont capables de développer l'engagement de leurs collaborateurs. Donc ça, je pense aussi que c'est quelque chose qui est en résonance avec l'IBET sur lequel tu travailles. Et je pense qu'il serait bien de marketer quelque chose de très fort et de très simple à comprendre, de manière à ce que l'IBET ne soit pas seulement un outil pour l'organisation, hein, mais aussi un outil pour les collaborateurs qui cherchent à imaginer la prochaine étape de leur carrière, de leur parcours professionnel, pour prendre ça en considération et avoir justement pouvoir s'appuyer sur ce type d'indice pour choisir entre un projet A et un projet B. Alors, merci de la question, d'autant plus que j'ai proposé l'IBET à Pascal Demurger. Donc, il a regardé, il a fait regarder. Hein, je veux pas dévoiler un peu la suite de ça. Mais l'IBET répond tout à fait à ça. Les 5 niveaux de l'IBET peuvent être justement, quand on parle de marque employeur, on a fait un atelier hier avec un cluster organisé par Sinde, par Michael, sur une filière qui voulait développer sa marque employeur. Ben justement, quand on a un IBET, on peut très bien montrer en termes d'attractivité, ben regardez quel est le niveau d'engagement chez nous, même s'il est mauvais, mais en tout cas, nous, on le mesure. Ça donne un climat de confiance extraordinaire. Les jeunes, justement, dont tu parlais, qui ont aujourd'hui du mal à rentrer dans des organisations sclérosées, sclérosantes et pas du tout adaptées à leurs aspirations, eh bien, eux, ils vont dire, ben, regardez, moi, j'ai un indice d'engagement qui est de temps. Il est à 0,8, 0,78, 0,86, sans avoir à tricher sur des baromètres d'enchantement, de plaisir, de bonheur, complètement déclaratifs, orientés. Ben, ça, c'est une preuve. Donc, je l'ai proposé à Pascal Demurger, et effectivement, à l'appliquer déjà avec Maïf, pour dire déjà, ben, l'IBET interne. Regardez, ben voilà, on peut voir les activités, les métiers, le social, les jeunes, les catégories socio-professionnelles. C'est une cartographie complète de l'indice d'engagement. Et il peut décider d'essayer de comprendre derrière, en tirant sur les fils, qu'est-ce qui s'est passé. Et on revisite justement avec le référentiel de vigilance managériale, bien, quelles sont les aspirations. En fait, on va aller, quand on travaille comme ça, pour les entreprises qui veulent aller jusqu'au bout, en fait, on va atterrir sur ce qu'on appelle l'état d'esprit. On va analyser quoi? C'est ce que tu as dit en filigrane sans arrêt, depuis des mois que je te fréquente avec grand plaisir. En fait, derrière tout ça, c'est quoi? C'est l'état d'esprit. C'est-à-dire, l'état d'esprit, c'est quoi? C'est la différence entre les perceptions et les aspirations. On est en train de modéliser, et j'ai d'autres amis experts qui m'aident sur ce sujet-là, sur la résilience, la reliance, l'état d'esprit, à justement aligner les états d'esprit entre une décision de gouvernance, une décision d'exécution
au niveau N et au niveau N-1. Et c'est ça qui va faire bouillonner justement ces alignements en fonction des situations et des contextes. Donc, bien entendu, l'IBET, c'est exactement comme un Yuka ou comme une Nutri-Score. Tu peux très bien le déclarer dans ton rapport extra-financier, dans ton rapport d'activité, dans ton bilan social. Tu peux l'afficher, tu peux le publier. Et à l'intérieur, tu as un protocole de vigilance qui est appliqué dans toute la ligne managériale. Et tu peux aussi croiser ça avec l'état d'esprit, quel type d'organisation tu veux, une organisation de type expert, de type transactionnel, de type délégatif, de type autonome, de type collégial, et donc avec un niveau d'autonomie qui monte croissant et qui s'adapte en fonction des situations. Ça, c'est tout à fait, ça existe déjà, hein, ben c'est ce qu'on fait aujourd'hui dans toutes nos missions. C'est exactement ce qu'on fait dans toutes nos missions, mais surtout, après, on équipe les entreprises pour qu'ils soient autonomes, c'est-à-dire ils n'ont pas besoin de nous. On n'est pas là pour vendre du conseil. On est là pour essayer de faire un pas de plus pour avancer et que tout le monde puisse avoir ces organisations responsables et cette performance vraiment responsable sur les trois niveaux. Donc, tu pourras dire à Pascal, si tu veux bien, si tu le vois plus régulièrement que moi, qu'avec grand plaisir, on peut expérimenter l'IBET déjà avec la Maïf ou avec d'autres entreprises à mission. C'est exactement les 5 niveaux. Le niveau de mobilisation, satisfaction, vigilance, vigilance forte et alerte. Et tu déclares ça à l'entrée. Toi, tu le dis. Mais si tu as le courage de le dire, eh ben, tu es déjà responsable. Les gens vont plus de croire, de dire, bah, j'ai tel niveau d'IBET d'engagement, bah, je cherche à l'améliorer. Mais en tout cas, ce que je vous dis, c'est que moi, je l'affiche. C'est pas simplement une charte ou des valeurs qu'on met sur le site internet, que bien entendu, on sait bien, c'est pas la réalité. No measurement, no management, fact-checking, des faits, comme les financiers. Pourquoi les financiers se sont moqués de nous pendant des années? Pourquoi? Tu les as connus, je les ai connus. Parce qu'eux, ils ont les bits. Ils te mettent ça dans la figure et ils te disent, bon, tout ça, tout ce que tu dis, c'est très bien. It's a marketing issues. Les bits, quelle est la relation avec les bits? Tant que tu n'as pas apporté la relation avec les bits, ça vaut zéro, c'est secondaire, c'est du déclaratif, c'est de la com. Montre-moi la relation avec les bits. Alors, quand tu sors justement des 12% de PIB, des 5% de 5, 20, 30% des bits, j'ai travaillé avec des sociétés cotées où je leur ai montré que l'engagement, le désengagement, ça leur coûtait 30% de leur EBIT. 30%. Sans investissement. C'est juste en changeant les modes managériaux de certains. Voilà. Pour redonner du sens. C'est ça, en fait, c'est un gisement caché. C'est le goodwill social. Victor, Luc, il me reste à vous remercier. L'émission touche à sa fin. Un grand merci à vous deux. Et on pourra évidemment poursuivre tous ces échanges en direct avec les internautes pour répondre à leurs questions. À très bientôt. Merci à vous. Au revoir. Ciao. Salut.